Bonsoir. Bonsoir à tous. On va vraiment voyager avec des bactéries. On va voyager avec les bactéries et la façon dont elles voyagent. Donc là, en fait, ça va être quoi, un truc de science-fiction. On va se retrouver dans des tuyaux bizarres. Il faut avoir peur dès maintenant, Odile. Je ne sais pas s'il faut avoir peur, mais il faut être ouvert et prêt à recevoir ce que les bactéries voient, ce qu'elles ressentent, elles, quand elles sont dans des milieux qui sont différents, comment on les exploite aussi, comment elles nous sont utiles. Et comment aussi... Il y a beaucoup d'empathie quand vous parlez des bactéries, mais du coup, je me dis qu'elles sont sympas. Une bactérie, ça peut être sympa. Ouais, ça peut être très sympa, une bactérie. Ça nous est super utile, en fait. On ne peut pas vivre sans. Ah, bon, bah alors justement, je crois qu'on a plein de photos à voir. Odile, vous êtes chargée de recherche au laboratoire physiologie des adaptations nutritionnelles à l'INRAE. Gabriel, vous êtes praticien hospitalier au CHU de Nantes, titulaire de la chaire INSERM Combine. Combine, faut le dire à l'anglaise, pardon. Combine. Vous êtes l'un et l'autre spécialistes des bactéries. Vous, Odile, c'est plutôt la bactérie dedans. Gabriel, c'est plutôt la bactérie dehors. Parce que du coup, on va justement voyager. On commence peut-être, Odile, on commence le voyage ? Oui, bien sûr. Alors, bienvenue dans le monde des bactéries. C'est quoi une bactérie ? Tout simplement, ce sont des micro-organismes qui sont invisibles à l'œil nu, unicellulaires et surtout sans noyau. C'est quoi un noyau ? Ah, c'est quoi un noyau ? Alors, c'est à l'intérieur de la cellule dans laquelle se retrouve l'ADN chez les eucaryotes. Waouh ! Les bactéries, ce sont des prokaryotes. Mais ça veut dire qu'on est constitué de bactéries, nous ? Alors, on est constitué de cellules et on héberge des bactéries. Alors, on peut peut-être poser des questions oui. À l'Assemblée. Alors, pour vous, une méduse, c'est une bactérie ? Levez la main ceux qui pensent que c'est une bactérie. Ah, vous êtes trop fort. Ah ouais. J'ai cru que c'en était une, moi. Ah, on la voit à l'œil nu, hein, la méduse. Oui, c'est donc vrai. Ça ne peut pas être une bactérie. J'ai pas suivi les cours. Ah, donc, il faut la voir à l'œil nu. Voilà. Un virus, est-ce que c'est une bactérie ? Est-ce que c'est une bactérie, un virus ? Alors, il y a une main qui se lève là-bas. Moi, il y a la mienne qui se lève. Ouais, c'est pas la majorité. Ben non, les virus, ce ne sont pas des bactéries. Fort. Ils sont très forts. Ouais, ils sont très forts. Alors, la différence, le virus est beaucoup plus petit, 10 fois plus petit qu'une bactérie. Et surtout, le virus, il ne peut pas vivre de façon autonome. Il a besoin d'une machinerie, d'une autre cellule pour vivre. Alors qu'une bactérie, elle est autonome. Elle peut se nourrir de molécules très simples. Donc, c'est le plus petit organisme au monde autonome. Alors, la levure, vous savez, celle qui fait lever le pain, c'est une bactérie ? Ah Eh ben, il y a un monsieur, il a levé les 2 bras, il est sûr. Moi, je fais comme le monsieur. Si le monsieur il a levé les 2 bras, c'est que c'en est une. Bon, c'est 3e erreur quand même. Ah bon ? Donc là, plus le droit d'erreur. Moi, je comptais sur vous. Et non, la levure, elle a un noyau. Pas de chance. Elle est unicellulaire, elle a un noyau. C'est pas une bactérie. Ça, on pourra le réutiliser. La levure a un noyau. Voilà. Je dirai ça demain au déjeuner. Une cyanobactérie. Ça, c'est facile. C'est dans le mot. Dans cyanobactérie, il y a cyano. Alors, allez-y, levez la main. Levez la main. Et oui, les cyanobactéries, ce sont des bactéries très particulières en fait. Elles sont capables, comme les plantes, de se nourrir d'oxygène pour faire du carbone. Et ce sont ces cyanobactéries qu'on voit dans les rivières ou dans les fleuves l'été. Elles ont donc cette particularité de consommer l'oxygène, de consommer le CO2, pour faire de l'oxygène. Ensuite, les moisissures. Vous savez, ces moisissures qu'on trouve sur le fromage, par exemple. Bactéries, pas bactéries ?
Alors, pour certains, oui, mais vous avez raison, ce n'est pas une bactérie, ce sont des champignons. Donc, pas une bactérie non plus. Ah Et bah, puis, la dernière, le globule rouge. bah ça peut, on peut pas être globule rouge et bactérie. Ça fait beaucoup, C'est non unicellulaire, on ne voit pas à l'œil nu. Mhm. Ça n'a pas de noyau. C'est une bactérie? Eh ben non, c'est Ah pas bah. une bactérie. C'est un piège parce que, en fait, Ah, Odile! le globule rouge, quand il naît avec un noyau, mais il le perd par la suite. Voilà. Eh ben, waouh! Et alors là, ça, on va se rendre compte que les bactéries sont très très vieilles, bien plus vieilles que nous. Ben oui, ce sont les premiers êtres sur Terre à être apparus aux alentours de 3,5 milliards d'années. Et en fait, c'est l'origine des cellules plus complexes et ensuite des êtres multicellulaires que nous sommes. Grâce aux bactéries qui ont été par endosymbiose incorporées dans une cellule primaire. Endosymbiose. L'endosymbiose, c'est-à-dire que la bactérie est arrivée à l'intérieur d'une cellule primaire et lui a permis de fonctionner. Et en fait, ça a servi de centrale d'énergie. On appelle ça les mitochondries. C'est une ancienne bactérie, en fait, et qui ont permis aux êtres multicellulaires de se développer, donc les animaux et les plantes. Donc les mitochondries, c'est pour les animaux, les Chloroplastes, c'est pour les plantes. exactement. Mais à la base, quoi qu'il arrive, c'est une bactérie. C'était une bactérie à la base, exactement. Et puis, on vit aussi en présence de bactéries. On ne peut pas vivre sans bactéries. L'évolution par la symbiose, ce qu'on appelle l'holobionte, ce sont des organismes multicellulaires qui hébergent des bactéries, dont nous en particulier, avec nos microbiotes, les plantes aussi, les animaux. C'est quoi un microbiote? Ah, c'est quoi le microbiote? Alors, le microbiote, vous savez ce que c'est, vous, le microbiote? Ah oui, bah, ils ont l'air de vachement savoir. Un microbiote, on peut dire que c'est un écosystème de plusieurs bactéries qui vivent ensemble. D'accord. On appelle ça une communauté bactérienne dans laquelle il y a plein d'interactions, en fait. Oh, ça me fait penser à un lotissement, c'est terrible. Un peu ça. Et alors, chez nous, dans l'homme, il y a autant de cellules en fait que de bactéries. Alors, il y en a qui disent qu'on est mi-homme, mi-bactérien. Et comme on doit parler de résistance, là, Odile, l'idée, c'est de se dire comment se fait-il que les bactéries aient résisté jusqu'à aujourd'hui? Comment elles ont fait ce voyage depuis ces milliards d'années? Exactement. Elles ont dû évoluer et pour ne pas mourir, elles ont dû trouver des adaptations différentes. En fait, elles colonisent à peu près tous les milieux, ce que nous, on n'est pas capable de faire. Par exemple, on n'est pas capable de vivre dans les abysses, trop compliqué pour nous. Dans les sources chaudes, trop compliqué pour nous. Mais les bactéries, elles sont capables de le faire. Par exemple, à Yellowstone, aux États-Unis, aux abords du lac prismatique, il y a plein de micro-organismes qui vivent là. Puis on a réussi à isoler une bactérie qui s'appelle Thermus aquaticus. Et cette bactérie, elle a la propriété de croître dans les eaux chaudes jusqu'à 85 degrés. Alors, vous pensez bien que nous, on ne pourrait pas le faire. Nos enzymes, elles mourraient très vite. Et bien, elle a une enzyme qui lui permet de dupliquer l'ADN à ces températures-là. Et nous, on a exploité cette enzyme qui s'appelle la Taq polymérase pour en faire des réactions en chaîne et qui nous permettent de faire des PCR. Ça, les PCR, on sait ce que c'est. Vous vous souvenez ça, on s'en avec le souvient. Covid? On s'en souvient très bien des PCR. Donc ça, c'est ce qui a permis les PCR, c'est cette bactérie qui multiplie en fait ce qu'on nous on va chercher au fond de notre nez, qui multiplie. En fait, c'est l'enzyme Ouais. de cette bactérie qu'on a récupérée. D'accord. Qui est capable de supporter ces chaleurs-là et qui nous permettent de faire des cycles pour amplifier, photocopier l'ADN, en fait, des fragments d'ADN. Donc, ces PCR existent parce qu'il y a une bactérie à la base. Exactement.
Une autre technologie plus proche de nous, c'est le CRISPR-Cas9. Il y a eu un prix Nobel décerné à l'une de nos chercheurs françaises, Emmanuelle Le Chatelier d'ailleurs, sur ces ciseaux moléculaires dont vous avez pu entendre parler. Le prix Nobel, c'est 2020. Et en fait, c'est issu aussi d'un système qu'a développé la bactérie pour résister. La bactérie, en fait, elle a ses propres ennemis. Ce sont des bactériophages. En fait, ce sont ces virus. Et elle doit lutter contre ces virus, sinon elle court à sa perte. Et pour ce faire, elle a développé un système de mémoire du phage. Donc elle récupère une partie de l'ADN du phage, elle en prend mémoire, et quand elle est attaquée de nouveau, elle est capable de faire une copie inverse de ce phage pour éviter que le phage l'attaque. En gros, c'est comme notre système immunitaire. Mais voilà, exactement. Oh. Et en fait, on se sert de ça maintenant tous les jours dans nos laboratoires pour éditer nos génomes et pour comprendre comment les gènes fonctionnent et quelles sont leurs fonctions. Alors, on continue. Oula, Gabriel, ça c'est pour vous. Ça c'est pour moi, donc c'est pour représenter les microbiotes qui ont été donc évoqués par Odile et pour vous montrer un peu la quantité de bactéries que l'on a à l'heure actuelle pour chacun d'entre nous sur la surface de notre corps et à l'intérieur de notre corps, notamment dans le tube digestif. Donc on a des milliards et des milliards de bactéries et avec des écosystèmes, comme le disait Odile, qui sont répartis un peu partout sur le corps. Donc vous avez le tube digestif, vous avez le système digestif, vous avez le front, vous avez les aisselles. Et en fait, c'est une communauté de bactéries à chaque fois qui va être différente et qui va voyager avec nous. Et c'est là vers où on va vous emmener, c'est de voyager avec ces bactéries. Mais ça veut dire que là, par exemple, si je me touche le front, je touche des bactéries ? Tout à fait. Vous avez des bactéries sur la peau qui sont dites commensales. C'est des bactéries, dans le terme commensal, il y a manger ensemble. Ouais, tout à fait. Donc les bactéries tirent un bénéfice d'être sur nous et nous tirons un bénéfice qu'elles soient sur nous également. Donc elles nous mangent et elles nous protègent peut-être ? Elles mangent des nutriments qui sont présents sur la peau et elles nous protègent surtout. C'est une barrière contre les agressions, notamment contre d'autres bactéries qui vont être pathogènes et qui vont, par effet de compétition, ne pas pouvoir s'installer du fait de la présence de ces... Et j'imagine que celles qu'on a sur le front ou sous les aisselles ne sont pas les mêmes que celles qu'on a dans la salive ou dans les matières fécales. Parfaitement. En termes de proportions, les proportions sont différentes. Alors il y a quand même quelques points communs. C'est-à-dire qu'on a certaines bactéries qu'on retrouve un peu partout. Mais globalement, oui, on a vraiment des écosystèmes, des répartitions de bactéries qui sont différentes en fonction du site où on se situe, où on regarde. Et pardon, je vais poser une question très bête, mais quel est l'intérêt de connaître qui est où, du coup ? Parce qu'elles n'ont pas les mêmes fonctions, elles ne servent pas à la même chose. On peut faire des cartographies ? Oui, alors ça, peut-être qu'Odile serait mieux placée que moi pour en parler, mais les modes de transmission vont varier en fonction de là où se situe la bactérie. Et on peut imaginer, ça vous l'avez vu pendant la Covid, que les bactéries sur la peau vont pouvoir se transmettre par voie manuportée, par les mains, de manière plus importante, alors que dans les selles, ça va se transmettre d'une manière un peu différente, comme vous pouvez l'imaginer. Donc voilà, en fonction de la situation, on va avoir des modes de transmission qui vont varier, et différents. Odile, la chef de la slide. Ah, ça c'est mon préféré. Là, on va vraiment partir en voyage. C'est ça. C'est le voyage d'une bactérie, l'aventure intérieure en fait. Et vous avez jamais vu votre intérieur comme ça ? Alors elle arrive par les aliments, elle peut arriver par l'air aussi, cette bactérie. Elle va commencer par atterrir dans l'estomac. Vous voyez, je vous avais dit. L'estomac, comme c'est le meilleur selfie que vous ayez jamais vu. Là, elle va devoir résister au pH acide de l'estomac. Là, on est dans l'estomac, Odile ? Ouais, on est dans l'estomac. Et là, cette espèce de mixture qu'on voit, c'est quoi ? Alors, c'est les aliments. D'accord. C'est le bol alimentaire, en fait, qui va se retrouver dans l'estomac et qui va être digéré par la suite dans l'intestin. Et là, la bactérie, elle est arrivée avec le bol alimentaire ? Ouais. Alors, toutes les bactéries qui ne résistent pas au pH acide, tant pis pour elles. Elles ne passeront pas cette barrière-là.
la C'est la barrière sélection stomacale. naturelle. Oui. Donc il y a certaines bactéries qui vivent aussi dans l'estomac. Alors, il y a peu d'espèces dans l'estomac. Évidemment, ce sont des bactéries qui sont hyper spécialisées. Et puis ensuite, on va passer dans l'intestin grêle. Donc là, c'est la fête pour les bactéries dans l'intestin grêle. Il y a de quoi manger pour tout le monde. Et vous voyez, l'intestin grêle, il a une surface énorme grâce à ses microvillosités qui laissent passer les nutriments. Et ces nutriments qui vont dans le sang, en fait. Et les bactéries, elles vont nous permettre de digérer les éléments que nous, on n'est pas capable de digérer, mais aussi de faire la synthèse de métabolites qui nous sont essentiels. Et ces métabolites, on n'est pas capable non plus de les produire. Ça peut être par exemple des vitamines comme la vitamine B12. Et c'est grâce aux bactéries qu'on a de la vitamine B12. Puis récemment, on a découvert aussi qu'il y avait des acides gras à chaîne courte qui étaient importantes pour l'homéostasie, l'équilibre en fait de l'intestin, qu'on appelle par exemple le butyrate. Et bien ce butyrate, il est produit uniquement par certaines bactéries. Donc le microbiote nous est utile pour notre santé. Ce qui veut dire que si par exemple on est malade et qu'il y a notre microbiote qui est déréglé, est-ce qu'il peut se dérégler, j'imagine ? Ben oui. Donc, ça veut dire que là, ce qui se passe dans l'intestin grêle, en fait, là aussi, c'est déréglé ? Exactement. Ça peut être alors, on parle de dysbiose par rapport à une eubiose. Et quand la dysbiose perdure, ça peut faire des dérèglements métaboliques par la suite avec des pathologies métaboliques qui peuvent être corrélées à certains types de microbiote. Et donc, ça veut dire que, pardon, je fais un... Mais quand on prend des probiotiques, ça veut dire qu'on peut réparer tout ça ? Alors, c'est quoi un probiotique ? C'est les trucs qu'on a à la pharmacie, qu'on nous dit qu'il faut manger quand on a mal au ventre ? En fait, ce sont des bactéries. Ah ! Les probiotiques sont des bactéries qui ont des effets bénéfiques sur la santé. Donc, on les prend à visée thérapeutique, en fait, pour effectivement améliorer l'état de notre intestin, par exemple, pour qu'on apporte du bien-être à notre intestin et pour résorber en fait la maladie ou pour la prévenir. D'accord, donc ça marche en fait. On mange des bactéries et ça vient... Alors ça peut marcher. Après, il y a tout un aspect commercial derrière les probiotiques dont on imagine que parfois c'est amplifié. Mais c'est vrai qu'il y a des bactéries qui ont des propriétés bénéfiques. D'ailleurs, alors si on passe d'abord par le côlon... Alors, le côlon. On regarde dans le côlon, là, c'est un peu plus sale, il y a beaucoup plus de choses. Et l'avantage, là, c'est qu'il y a des bactéries qui sont capables de digérer ce que nous, on n'est pas capable de digérer, comme les fibres, la cellulose, par exemple. Il y a des bactéries qui ont les enzymes spécifiques pour cette digestion-là. Et puis, ce qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, c'est que les bactéries étaient capables d'émettre des signaux vers les autres organes du corps. Et que ces signaux-là peuvent être importants au tout début de la vie dans la maturation des systèmes physiologiques, mais aussi pour prévenir certaines maladies ou pour amplifier certaines maladies que l'on va développer par la suite. On peut penser à des maladies métaboliques comme l'obésité, comme le diabète, dont on sait que c'est corrélé au microbiote, et peut-être aussi des maladies mentales comme Alzheimer, Parkinson, plus tard dans la vie, s'il y a un dérèglement qui s'installe longtemps, en fait. Ce qui voudrait dire que si on change potentiellement le microbiote, on pourrait traiter ces maladies ? Peut-être. En tout cas, on a l'espoir d'aider, d'aller dans ce sens-là. Mais, pardon. Ça ne veut pas dire que c'est la cause de la maladie, mais ça veut dire que ça peut contribuer au développement de la maladie. D'accord. Mais ça peut être aussi, du coup, une thérapie possible ? Un levier thérapeutique. Exactement. On pourrait me transplanter l'intestin grêle de quelqu'un dans cette salle et du coup j'irai vachement mieux. Alors le contenu de l'intestin. Ouais. Transplanter l'intestin complet, le contenu. Mais le contenu. Le microbiote du coup. Oui, on appelle ça en fait du transfert ou de la transplantation de microbiote fœtal. Alors ça se fait pas n'importe comment, ça se fait en milieu hospitalier. Oui, faites pas ça artisanalement. C'est extrêmement bien encadré. Le faites pas à la maison, quoi.
parce qu'il y a des risques qui sont associés à ça, évidemment. Ouais. Et pour certaines pathologies, on sait que ça fonctionne. Par exemple, pour les infections à Clostridium difficile, qu'on avait énormément de mal. Alors, ceux qui ont eu un Clostridium difficile, ils ne peuvent que s'en souvenir, hein, parce que c'est vraiment terrible. On n'arrive pas à s'en débarrasser, même avec des antibiotiques. C'est un colonisateur de l'intestin qui crée des désagréments au niveau de l'intestin, des irritations, et ça devient vraiment difficile, d'où Clostridium difficile. Et en fait, on le traite maintenant grâce à cette transplantation et on a un succès à 80% des cas. Donc c'est vraiment innovant et on espère que d'autres thérapies innovantes pourront se développer grâce à la transplantation de ces écosystèmes. On a une dernière diapo. Ah, non, c'est l'avant-dernière. Parce qu'il faut qu'on passe ensuite au voyage international. Ah, alors là, c'était juste des exemples de bactéries dont on sait qu'elles ont des effets bénéfiques sur la santé. Donc oui, il y en a qui réduisent les risques cardiovasculaires, régulateurs de l'émotion. Il y en a une qui est responsable des flatulences, mais pas des mauvaises odeurs. C'est ça. Ah ok. Elle transforme l'hydrogène en méthane, sachez-le. Bah écoutez, parfait. Et vos recherches, Odile, voilà. Alors moi, je m'intéresse justement aux signaux moléculaires qui sont émis par des petites poches qui sont produites par ces bactéries, qu'on appelle des vésicules extracellulaires. Ça ne fait pas très longtemps qu'on sait que les bactéries sont capables de produire ces vésicules extracellulaires. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que ces vésicules extracellulaires, elles vont au-delà de l'intestin. Elles peuvent voyager dans le corps et elles peuvent transporter des molécules qui peuvent être des signaux, des biomolécules, des molécules qui ont des activités, des fonctions biologiques, donc des signaux qui sont importants. Ça va nous permettre de mieux comprendre comment s'installe la symbiose au début de la vie, mais aussi comment certaines pathologies peuvent se développer. C'est-à-dire ce qui se passe à distance de la bactérie qui va se trouver dans l'intestin. Mmh. Parce qu'elle est capable de communiquer avec toutes les cellules de notre corps. Voilà pour le voyage dans le corps et du coup un peu à l'extérieur. Et puis il y a le voyage planétaire de la bactérie. Gabriel, on continue. Non, vas-y, Gabriel. Mais parce qu'il faut qu'on avance sur... il y a des bonnes bactéries, celles qui nous aident, et puis il y a les vilaines. Oui, alors pour prendre la suite donc, du discours d'Odile, effectivement, donc, on a notre microbiote qui est présent avec plein d'aspects bénéfiques. Vous connaissez les antibiotiques, bien entendu, vous en avez tous pris. Ils ont été une révolution majeure en médecine. Et dès la découverte des antibiotiques par Fleming à Londres, eh bien, il s'est aperçu qu'il y avait déjà des résistances qui apparaissaient à la découverte. Et donc, lorsque l'on prend des antibiotiques, tout le microbiote, l'écosystème qu'on a vu tout à l'heure, va être un peu perturbé. Et notamment, on en revient à ce que disait Odile, la sorte de dysbiose, si on prend l'exemple de l'intestin. Toutes les bactéries qui nous protègent, qu'on a évoquées tout à l'heure, vont être en fait mises à nu. Et donc, les barrières naturelles ne vont plus être présentes. Ce qui va permettre à d'autres bactéries de s'installer, Clostridium difficile notamment, et également des bactéries résistantes aux antibiotiques, donc qui vont ne pas subir en fait la pression par ces antibiotiques-là, et au contraire vont même se développer. Donc elles nous colonisent, quoi. Tout à fait. C'est un effet de colonisation de nos microbiotes, alors, notamment le microbiote intestinal, et on va voir des exemples au niveau planétaire de ce que ça représente. Si Odile, tu passes à la diapositive suivante, voilà. Donc voilà la répartition sur 4 cartes. Vous avez 4 bactéries différentes qui sont des bactéries résistantes aux antibiotiques pour vous donner un aperçu de la variabilité géographique que l'on a en termes de présence de ces bactéries-là. Vous voyez 4 situations différentes et ces bactéries, en fait, elles vont voyager avec nous. C'est-à-dire qu'elles sont présentes dans nos microbiotes et quand on bouge, bien évidemment, elles vont nous suivre. Et c'est tout ça qui est intéressant à explorer si on prend la diapositive suivante. Puisque vous voyez ici les transferts de personnes et donc de bactéries d'un endroit à l'autre de la planète. Exactement. Ça, c'est nos voyages. Ça, c'est le flux logistique de nos transports. C'est le flux intenté.
et vous pouvez imaginer que tout cela est dynamique. Alors vous avez des points de couleurs différentes qui représentent des bactéries résistantes, et donc les personnes voyageant vont voyager avec ces bactéries résistantes, et l'épidémiologie va être influencée par ces voyages. Si on passe à la diapositive suivante. Ça, c'est quoi, ça? C'est tout ce qui circule, c'est les avions, c'est le fret, les trains. Ce sont tous les vols aériens sur un espace de temps très restreint, puisqu'il s'agit de quelques heures là, à l'échelle planétaire. Et en fait, vous avez probablement déjà vu ce genre de vidéo. Les flux aériens sont permanents d'un bout à l'autre de la planète. Et en d'autres termes, ce qui veut dire que ce qui se passe à l'extrémité de la planète va avoir une conséquence sur nous. Si on prend l'exemple des bactéries qui partent avec nous, nous sommes dans un système global, et comme on le verra par la suite avec le climat, eh bien, la résistance aux antibiotiques est également un phénomène qui est global. Mais ce qui veut dire que, par exemple, ce qu'on a connu avec le virus du Covid, qui est parti de quelque part en Chine, qui est ensuite arrivé en Italie, tout ça est lié en fait à ces flux. Et il faut penser, la bactérie, elle fait la même chose que les virus. Tout à fait. Les modes de transmission sont un peu différents, mais en fait, les virus, comme les bactéries, nous suivent. Et donc, nos transports, nos voyages vont influencer l'épidémiologie au niveau international. Mais donc, une bactérie résistante en Inde, elle met combien de temps à arriver chez nous? Le temps d'un voyage en avion. C'est assez simple. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est. Et il y en a beaucoup des bactéries résistantes? Alors, comme je disais sur les cartes tout à l'heure, ça dépend là où vous vous situez à un temps T. Donc, effectivement, en France, on est assez préservé vis-à-vis de ce phénomène-là, même si la résistance est présente un peu partout chez nous. Mais les hauts niveaux de résistance sont plutôt présents en Inde, en Asie du Sud-Est, où on a, là, pour le coup, dans la population générale, des bactéries très résistantes. Ce qui n'est pas, dans l'absolu, un problème, puisque en fait, elles n'ont pas d'impact dans la majorité des situations. Elles vont avoir un impact dans certains cas précis, c'est notamment lors d'hospitalisation, où on aura des dispositifs invasifs, on aura des pathologies qui vont faire que ces bactéries auront un retentissement sur la santé en fait des personnes. Ouais, bah justement, on arrive à l'hôpital après. Alors on arrive à l'hôpital, et quand l'hôpital en fait est un concentrateur il y a un amplificateur de la résistance. C'est un cluster, comme on dit? Alors, cluster, oui. C'est connoté, c'est vrai. C'est un super spreader. Vous avez entendu parler de ça pendant la Covid. Quelqu'un qui arrive à l'hôpital va être forcément exposé à d'autres personnes au sein de l'hôpital, va être exposé aux professionnels de santé qui vont aller d'un patient à l'autre. Et là, il y a de la transmission qui arrive. Donc, on a une échelle un peu différente par rapport au vol aérien, mais les bactéries se transmettent également de patient à patient, de patient à professionnel, de professionnel à patient. Et c'est valable aussi pour la Covid. On l'a vécu en long, en large et en travers pendant pas mal d'années. Mais le risque, c'est quoi? C'est que du coup, ces bactéries résistantes qui sont, par exemple, sur vous à l'hôpital médecin, vous n'êtes pas trop malade, c'est pas trop grave, mais comme vous allez faire une consultation, vous allez potentiellement, celles qui sont sur votre front ou je ne sais où, les transmettre à quelqu'un qui est un peu immunodéficient. Et là, ça peut dégénérer? Vous avez tout compris. Waouh! Nora, vous êtes trop forte. C'est grâce à vous. Oui, c'est exactement ça. Et puis, il y a des gradients. Vous avez comme je parlais tout à l'heure, de dispositifs invasifs. Vous connaissez les cathéters, donc qui vont passer la peau et qui vont arriver dans le sang. Ce sont des routes directes vers le sang. Et si on a une bactérie sur ces routes directes, eh bien, il y a une infection potentiellement sévère qui peut arriver après. Et une fois qu'on a dit ça, on est à l'intérieur de l'hôpital. Si on passe à la diapositive suivante, on a aussi des transferts, et encore la suivante, entre hôpitaux. Donc vous avez sur la partie de gauche les transferts à l'échelle de la France entière. Donc vous voyez que Paris est aussi un hub de passage des patients. Ouais. Donc ça, ce sont les transferts d'hôpital à hôpital. Vous voyez, donc les parcours de patients. Et puis sur la partie de droite, vous avez une échelle un peu plus fine pour ce qui nous concerne ici en Pays de la Loire. Vous voyez les points qui sont des établissements de santé. Les gros points sont les CHU, qui sont également des hubs, enfin des plateformes de passage des patients.
Et donc vous avez la transmission pour aller d'un hôpital à l'autre, au sein de l'hôpital d'un patient à l'autre, et même au-delà de l'hôpital, c'est-à-dire notamment les EHPAD, pour les personnes âgées. Si on passe à la diapositive suivante, sur la partie droite, vous allez avoir la communauté. Donc quand un patient porteur de bactéries sort de l'hôpital, va dans la communauté et rentre à la maison, on peut avoir de la transmission. C'est encore une fois pas grave s'il n'y a pas toutes les conditions réunies par ailleurs pour générer un impact sur la santé. Et je vois qu'on les retrouve dans les eaux usées ? Eh bien exactement, on les retrouve dans les eaux usées. Ce qui sort de l'hôpital, malheureusement, n'est pas dénué de risques. Et notamment, il y a des bactéries, puisqu'il y a toutes les eaux usées qui en sortent, alors, qui vont théoriquement vers les stations d'épuration et sont en fait épurées par un traitement. Mais on en retrouve dans les eaux usées, on en retrouve chez les animaux domestiques, on en retrouve dans les animaux d'élevage. On a beaucoup parlé de l'utilisation des antibiotiques dans le secteur des élevages. Et donc oui, c'est intersectoriel, ça n'est pas que l'homme, ça n'est pas que l'hôpital, on en retrouve partout. Mais alors, parce que là, moi, ça me fait un peu peur, ça veut dire que quand je vois ça, je me dis qu'on est juste en train de fabriquer de la résistance, que tout ceci en plus circule, de la résistance sur la résistance. À terme, ça veut dire que les antibiotiques vont plus fonctionner du tout ? Comment on va pouvoir répondre à ça ? On en est encore loin, je vous rassure tout de suite, mais effectivement, une des craintes, c'est ça. Et dans certaines situations très singulières, ça nous arrive à l'hôpital, effectivement, d'avoir des infections qui sont extrêmement difficiles à traiter, du fait du manque d'arsenal thérapeutique face à cette évolution qui est plus rapide que nous, en fait. Clairement, l'évolution de la résistance aux antibiotiques est beaucoup plus rapide que la genèse des antibiotiques. Mais alors, du coup, pardon, mais on fait quoi ? Alors, il y a deux actions sur lesquelles on peut se pencher. La première, c'est limiter l'émergence, c'est-à-dire de diminuer l'utilisation des antibiotiques quand ils ne sont pas nécessaires, mais ça, vous en avez ça, on le sait. Largement. Voilà. Les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est comme les 5 fruits et légumes par jour. On nous l'a martelé. Ça. Mais on a tous un rôle à jouer dans nos attitudes, dans nos comportements, sur l'utilisation des antibiotiques, sans prescription par exemple. Lorsqu'on en a dans la pharmacie, ça ne faut pas faire. Et de ne pas être trop en demande non plus d'antibiotiques face à notre médecin. Et par ailleurs, limiter la transmission. La transmission, c'est, comme on disait, le manuportage. L'hygiène des mains est essentielle. L'hygiène de manière tout court est essentielle. Mais ça, on pensait que le Covid installerait des habitudes. Peut-être qu'on n'a pas été très bon. On n'a pas su garder ces bonnes habitudes du lavage de mains. Alors, manifestement, les solutions hydroalcooliques sont un peu moins présentes dans les... Qui utilise encore une solution hydroalcoolique ? Ah ouais, vous n'êtes pas très nombreux. Hein. Vous voyez ? Voilà. Alors, les solutions d'alcool, il n'y a pas que les solutions alcooliques. Le lavage au savon et à l'eau fonctionne très bien, mais il y a des gestes que l'on ne fait peut-être pas assez souvent, notamment lorsqu'on va avoir un repas, s'alimenter. Faire une hygiène des mains, c'est toujours... ce sont les vieux, les vieilles rengaines que l'on a entendues depuis très longtemps, mais c'est très vrai. Voilà. Bon, va te laver les mains. On en a une dernière ? Eh ben non. Eh bien, écoutez, moi j'avais quand même une question. L'hygiène des mains, le fait qu'on fasse attention, d'accord, mais j'entends qu'en fait, la bactérie, elle n'est pas mauvaise à la base. Ces bactéries pathogènes, elles représentent combien dans la cartographie des bactéries ? Est-ce qu'on a une idée ou pas ? Est-ce qu'une bonne bactérie peut devenir une mauvaise bactérie ? Alors, si on raisonne dans notre thématique qui est la résistance aux antibiotiques, oui. C'est-à-dire une bactérie commensale peut acquérir des résistances, comme on le disait tout à l'heure, sous la pression des antibiotiques, ou alors par un autre moyen qui est en fait un transfert de gènes. C'est-à-dire que la résistance, elle est portée par des gènes qui étaient évoqués par Odile tout à l'heure. Et la capacité, le génie de la bactérie, c'est de pouvoir acquérir des gènes d'une autre bactérie, au sein d'une même espèce, mais aussi entre espèces. Et c'est tout l'enjeu là que l'on a à l'heure actuelle, sont les entérobactéries du tube digestif. Elles vont avoir une capacité d'adaptation qui est vraiment très importante et beaucoup plus que la nôtre, nous humains. C'est des bactéries OGM, quoi. Exactement. Le transfert de gènes entre bactéries est permanent. Et se fait sous diverses conditions. Mais voilà, une bactérie qui n'est pas pathogène, enfin, tout du moins qui n'est pas résistante aux antibiotiques, peut le devenir. Voilà. Et c'est souvent le cas d'ailleurs. Et Odile, et ensuite on rallume la lumière et vous allez pouvoir poser vos questions.
est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète de cet état de notre microbiote? Est-ce qu'on peut en prendre soin? Puisque du coup on parlait de cette antibiorésistance, est-ce qu'on peut faire quelque chose nous pour que ce microbiote aille bien et qu'il ne soit pas déséquilibré? Alors on peut en prendre soin par une alimentation diversifiée, équilibrée, mais pas que. L'activité sportive aussi peut améliorer le microbiote. Hein. Et en fait, il ne se déséquilibre pas comme ça. Alors si vous allez dans un pays étranger, que vous mangez un peu des choses inhabituelles, vous savez, la tourista par exemple, oui. Bon, c'est que votre microbiote, il n'est pas tout à fait habitué. Donc les microbiotes sont différents et habitués. Mais c'est vrai que s'il est sans cesse sollicité à un déséquilibre, ben, il va finir par ne plus jamais revenir à un état stable et aller vers la pathologie. Donc la vigilance, elle est sur le long terme. Elle n'est pas sur un terme court, en fait. Mmh. Chers amis, je suis sûre que vous avez plein de questions et on va prendre une salve. La plus dure, c'est la première. Qui va oser? Ah, juste devant. Est-ce qu'il y a des micros ou est-ce que je descends? Non, parce qu'en fait, c'est enregistré, donc on va vous entendre. On arrive. Est-ce qu'il y en a d'autres là-haut? Ah, il y en a une tout en haut, bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'il y a un micro qui peut aller vers le haut ensuite? Merci. Bonjour. Bonjour. J'en ai deux rapides. La première, vous parliez d'un nettoyage assez colossal fait dans l'estomac avec l'acidité. Comment ça se fait qu'après le microbiote soit si riche quand déjà il y a un nettoyage, il y a une élimination conséquente à la première étape du rentrée dans le corps. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'était la capacité d'adaptation de la bactérie. Elle se fait sur plusieurs générations ou c'est quasiment immédiate quand elle rentre dans un nouveau milieu? Elle s'adapte tout de suite ou ça lui demande du temps? Il en faut plusieurs voilà. Bah, merci pour ces questions. Et on enchaîne là-haut. Bonjour. Bonsoir. Moi, j'avais une question au niveau de la résistance des bactéries. Il y a une information que j'ai entendue, ça fait des années, donc je ne suis pas sûr de la fiabilité, c'est que la résistance des bactéries aux antibiotiques, quand elle augmente, ça diminue leur résistance aux phages. Donc, est-ce que justement, une manière d'arrêter un petit peu les antibiotiques, ce serait de développer la culture des phages pour lutter contre les bactéries qui nous sont nuisibles. Merci. Je rappelle que les phages, en fait, c'est la maladie de la bactérie, ça, si je schématise. Le virus de la bactérie. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, là-haut toujours. Oh, bonsoir. J'avais une question concernant les vésicules extracellulaires. Je voulais savoir si on sait si elles ont un rôle dans la communication entre le système immunitaire et les bactéries du coup, qui vivent dans notre microbiote. Waouh! Merci pour cette question. Ah bah oui, c'est des bonnes questions. Vous avez fait biologie, vous? Ah oui, bah oui, évidemment. Est-ce que vous allez pouvoir répondre en salve à tout ça, chers amis? Odile? Oui. Vous prenez le pouvoir. Alors, l'estomac, il est sélectif. Hein. Ça veut dire qu'il va laisser passer les bactéries qui sont moins sensibles au pH acide, les bactéries lactiques, par exemple. Et puis, les autres, il ne va pas les laisser passer. Donc, ça va être plutôt une sélection qui va se passer au niveau de l'estomac. Ensuite, l'adaptation. Oui, il y a des bactéries qui sont plus adaptables que d'autres. Ça dépend de leur gène, hein. Ça dépend de beaucoup de choses, de leur capacité aussi de transfert horizontal, comme parlait Gabriel à l'instant, qui fait que la bactérie va pouvoir résister à différentes conditions. Il faut savoir que les bactéries, elles ont des niches écologiques. Donc, elles se trouvent bien dans leur niche écologique. Maintenant, si elles sont sorties de leur niche écologique, hein, grosso modo, c'est en dehors de leurs conditions optimales de croissance, certaines ne vont pas pouvoir s'adapter ou vont mettre plus de temps, puis d'autres vont s'adapter. Et c'est comme ça qu'elles vont voyager. Et quand elles s'adaptent, est-ce que ça se fait en 24 heures? Est-ce que ça se fait immédiatement? Ça peut être plus long?
Ça peut être très rapide. En fait, Ouais. il y a différentes façons de s'adapter. Bien sûr, la modification du génome, mais aussi il y a d'autres façons de s'adapter. La formation de biofilms en est une, par exemple. Elles vivent en communauté. Les biofilms, ce sont plusieurs bactéries qui vivent en communauté. Ça fait une structure qui est organisée, qui développe des propriétés particulières, qui vont résister, par exemple, aux antibiotiques, alors qu'une bactérie seule ne va pas pouvoir le faire. Donc, il y a plusieurs façons de résister à ces conditions. Mhm. Alors, concernant les phages, c'est une excellente question, je vous remercie de la poser. Mais je pense qu'il y a deux aspects dans votre question. La première, c'est vous avez peut-être entendu parler d'une perte de virulence du fait de l'acquisition de gènes de résistance. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours controversé, mais on a tendance à penser qu'effectivement, il y a une perte énergétique à acquérir des gènes de résistance et pour la bactérie. Et pour les phages, alors c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, depuis plusieurs dizaines d'années, qui a été longtemps développé en géologie et qui a eu de peine à percer parce qu'en fait c'est complexe. C'est-à-dire qu'un phage va lutter contre une bactérie, un clone bactérien en particulier. Et si on veut que ça fonctionne, il faut développer le phage en particulier. Et ça tend là, à l'heure actuelle, à devenir vraiment une prouesse de pouvoir développer tout ça. Et il y a des laboratoires, notamment à Lyon, qui sont spécialisés dans le développement de phages et pour la thérapie, qu'elle soit in situ, pour des infections par exemple ostéo-articulaires en chirurgie, on va appliquer des phages vers la bactérie que l'on cible et qui est elle-même résistante aux antibiotiques, pour lesquels il n'y a plus d'antibiotiques disponibles. Donc vous avez tout à fait raison, les phages sont une perspective extrêmement intéressante dans l'arsenal thérapeutique. Et la dernière question de mademoiselle sur... Alors, merci d'avoir posé cette question. Effectivement, dans les vésicules extracellulaires, il peut y avoir des molécules qui vont modifier la réponse immunitaire de l'hôte. Et donc, ces vésicules peuvent porter des messages et protéger ou affaiblir l'hôte via le système immunitaire. Mais honnêtement, on a quelques éléments qui nous amènent vers ça, mais on a besoin de beaucoup plus de connaissances pour connaître les mécanismes par lesquels ça passe et comment ça module le système immunitaire pour pouvoir éventuellement utiliser ces bactéries ces vésicules extracellulaires, dans des thérapies innovantes. Chers amis, j'aurais jamais vu les bactéries comme ça. Donc vraiment, merci pour ces échanges, Odile Tresse, Gabriel Birgan. J'imagine que vous comme moi, voilà, on verra plus du tout les choses de la même manière. Merci beaucoup.